Imaginez-vous debout au sommet d'une colline, quelque part en Europe, il y a 30 000 ans. Le soleil vient de se lever. L'air est frais, presque froid, mais pas glacial. Autour de vous s'étend un paysage que vous ne reconnaîtriez pas aujourd'hui. Des plaines herbeuses à perte de vue. Des forêts denses qui n'ont jamais connu la hache. Des rivières qui coulent librement, sans digue ni barrage. Et dans cette immensité, pas une seule construction humaine. Pas une route. Pas un champ cultivé. Rien que la nature dans toute sa splendeur sauvage. Vous n'êtes pas seul sur cette colline. Autour de vous se trouve une vingtaine de personnes. Des hommes, des femmes, des enfants. Votre groupe, votre famille élargie, les seules personnes que vous verrez régulièrement pendant des mois, peut-être des années. Ils sont en train de préparer le campement pour la journée. Certains ravivent le feu qui a brûlé toute la nuit. D'autres sortent de leurs abris de peau et de branchages. Les enfants jouent déjà, courant entre les adultes avec cette énergie inépuisable propre à l'enfance. Ce groupe, c'est votre monde entier. Vous connaissez chaque personne intimement. Vous savez qui est doué pour la chasse, qui connaît le mieux les plantes comestibles, qui raconte les meilleures histoires le soir autour du feu. Il n'y a pas de chef au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Pas de hiérarchie rigide. Les décisions importantes se prennent collectivement, après de longues discussions. Le respect se gagne par la compétence, la générosité, la sagesse. Pas par la richesse ou le statut, concept qui n'existe même pas dans votre vocabulaire. Mais revenons à ce matin particulier. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, la journée ne va pas être une lutte désespérée pour la survie. Les dernières décennies de recherches anthropologiques ont complètement bouleversé notre compréhension de la vie des chasseurs-cueilleurs. Et voici ce que nous savons maintenant, vos ancêtres travaillaient beaucoup moins que vous. Je sais, cela semble contre-intuitif. Comment des gens sans technologie moderne, sans supermarché, sans agriculture, pouvaient-ils travailler moins que nous ? Et pourtant, c'est ce que les observations révèlent. Les études menées auprès des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs encore en activité au XXe siècle, comme les Boshimans du Kalahari ou les Hadza de Tanzanie, montrent des résultats convergents. Ils consacraient en moyenne entre 3 et 5 heures par jour à la recherche de nourriture. Certaines études évoquent même 2 à 3 heures seulement dans des environnements particulièrement favorables. Le reste du temps était libre. 3 à 5 heures. Pensez-y. Combien d'heures travaillez-vous chaque jour ? 8 heures ? 10 heures ? Sans compter les trajets, les courses, les tâches ménagères. À la lumière de ces observations, on peut supposer que nos ancêtres du Paléolithique avaient compris quelque chose que nous avons oublié, on peut vivre bien sans travailler sans arrêt. L'anthropologue Marshall Salin a appelé cela « la première société d'abondance ». Non pas parce qu'ils avaient des entrepôts remplis de biens matériels, mais parce qu'ils satisfaisaient facilement leurs besoins avec un minimum d'efforts. Ils n'accumulaient rien car ils n'en avaient pas besoin. Tout ce dont ils avaient besoin se trouvait dans la nature autour d'eux, et ils savaient parfaitement où le trouver. Alors, comment organisaient-ils concrètement leur journée ? Levons-nous avec eux ce matin-là, il y a 30 000 ans. Le réveil se fait naturellement, avec le lever du soleil. Pas d'alarme stridente, juste la lumière qui filtre progressivement, le chant des oiseaux, les bruits de la nature qui s'éveillent. Vous avez dormi environ 9 heures, peut-être plus. Le sommeil n'était pas d'un seul bloc comme aujourd'hui. Vous vous êtes réveillé plusieurs fois pendant la nuit, comme tout le monde. Pour alimenter le feu, pour vérifier que les enfants vont bien, pour discuter quelques minutes à voix basse avec les autres adultes éveillés. Puis vous vous êtes rendormi. Ce rythme de sommeil biphasique ou polyphasique était probablement la norme pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine. L'idée de dormir 8 heures d'affilée est une invention très récente, liée à l'industrialisation. Vous sortez de votre abri. Il fait frais, mais pas froid. Nous sommes en été, la meilleure saison pour être ici. L'hiver, votre groupe se déplacera vers des zones plus abritées, plus clémentes. Vous suivez un cycle annuel, revenant aux mêmes endroits aux mêmes saisons depuis des générations. Votre territoire s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Vous le connaissez intimement, comme vous connaissez votre maison aujourd'hui. Le petit déjeuner est simple. Des restes de la veille. Des noix que vous avez ramassées il y a quelques jours et qui se conservent bien. Peut-être quelques baies. Un morceau de viande séchée. Vous mangez à votre faim, sans vous presser. Il n'y a pas d'horaire à respecter, pas de patron qui attend, pas de réunion programmée. Ensuite, le travail de la journée peut commencer. Mais attention, ce n'est pas le travail au sens moderne du terme. C'est plutôt une série d'activités variées, souvent agréables, qui s'inscrivent naturellement dans le rythme de la vie. Aujourd'hui, par exemple, un groupe va partir à la recherche de plantes comestibles. C'est généralement une activité féminine, mais pas exclusivement.
Les connaissances botaniques nécessaires sont immenses. Il faut savoir reconnaître des centaines d'espèces de plantes. Savoir quelles parties sont comestibles et à quel moment de l'année. Savoir quelles plantes sont toxiques et comment les éviter. Savoir où pousse chaque espèce, dans quel type de terrain, près de quel cours d'eau. Cette connaissance est encyclopédique. Elle demande des années d'apprentissage, généralement depuis l'enfance. Les enfants accompagnent les adultes dans leur cueillette et apprennent progressivement, par observation et pratique, à identifier les plantes, à trouver les meilleurs endroits, à juger de la maturité d'un fruit ou d'une racine. C'est une éducation pratique, concrète, mais aussi scientifique dans son essence. Car il s'agit bien de science, observer la nature, repérer des schémas réguliers, transmettre des connaissances vérifiables. Pendant ce temps, un autre groupe, composé principalement d'hommes mais pas uniquement, part à la chasse. Chasse-t-il tous les jours? Non. La chasse est une activité occasionnelle, qui dépend de nombreux facteurs. La saison, les mouvements des animaux, les besoins du groupe. Aujourd'hui, ils ont repéré des traces de cerfs dans la vallée. Les traces sont fraîches, peut-être de ce matin. Ils décident de les suivre. La chasse au Paléolithique n'était pas une activité solitaire et héroïque comme on la représente souvent. C'était un travail d'équipe, demandant une coordination précise, une communication subtile et surtout une connaissance profonde du comportement animal. Ces hommes et ces femmes comprenaient les animaux mieux que la plupart des biologistes modernes. Ils pouvaient lire une trace et vous dire non seulement quelle espèce était passée par là, mais aussi si c'était un mâle ou une femelle, son âge approximatif, s'il était blessé ou en bonne santé, s'il était seul ou en groupe, et depuis combien de temps il était passé. Cette capacité à lire les signes de la nature semble presque magique à nos yeux modernes. Mais c'était simplement le résultat d'une attention constante, quotidienne, portée au monde naturel. Une attention que nous avons largement perdue, nous qui passons nos journées enfermés dans des bâtiments, les yeux fixés sur des écrans. La chasse elle-même pouvait prendre plusieurs formes. Parfois, il s'agissait d'une approche patiente, se rapprochant lentement d'un animal en utilisant le vent et le terrain pour rester invisible. D'autres fois, c'était une chasse en groupe, où plusieurs chasseurs coordonnaient leurs mouvements pour encercler un troupeau et le diriger vers un endroit propice. Les armes utilisées étaient simples mais efficaces. Des lances en bois avec des pointes de pierre. Des propulseurs qui permettaient de lancer ces lances avec plus de force et de précision. Plus tard dans le Paléolithique, l'arc et les flèches feront leur apparition, révolutionnant les techniques de chasse. Mais attention à une idée reçue importante, vos ancêtres n'étaient pas que des mangeurs de viande. Loin de là, les indices suggèrent que la majorité de leur alimentation provenait en fait des plantes. Les fruits, les noix, les racines, les tubercules constituaient l'essentiel des calories consommées. La viande était un complément important, certes, mais pas la base de l'alimentation. Cette diversité alimentaire était d'ailleurs une des clés de leur bonne santé. Car oui, ils étaient généralement en bonne santé. Les études des squelettes de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique montrent des individus bien nourris, avec des dents en meilleur état que celles des premiers agriculteurs, et une taille souvent supérieure. Pas de carence nutritionnelle majeure, grâce à leur régime varié. Bien sûr, la vie n'était pas sans danger. Une blessure grave, une maladie sévère pouvait être fatale. Mais contrairement à ce qu'on imagine souvent, tout le monde ne mourait pas à 30 ans. Si vous parveniez à survivre à l'enfance, qui était effectivement une période à risque, vous aviez de bonnes chances d'atteindre 60 ou 70 ans. Revenons à notre journée. Il est maintenant midi. Les chasseurs sont toujours en expédition, mais le groupe de cueilleurs est rentré au camp. Ils ont rempli leurs sacs tissés de fibres végétales avec une belle récolte. Des tubercules qu'ils ont déterrés avec des bâtons pointus. Des baies mûres à point. Quelques champignons comestibles trouvés près d'un vieux chêne. Des jeunes pousses tendres qui feront un excellent légume. Et aussi des plantes médicinales, car oui, ils connaissaient les vertus thérapeutiques de dizaines d'espèces végétales. Le reste de l'après-midi se passe plus tranquillement. Certains travaillent le cuir, transformant les peaux d'animaux en vêtements, en sacs, en cordages. D'autres taillent des outils de pierre, un art qui demande une grande habileté. Regardez-les faire. Ils choisissent un morceau de silex avec soin, l'examinent sous tous les angles, identifient les lignes de fracture. Puis, avec un autre galet, ils frappent précisément, enlevant des éclats pour créer une lame tranchante. Chaque coup doit être calculé. Une erreur et la pièce est gâchée. C'est un travail qui demande des années d'apprentissage pour être maîtrisé. D'autres encore préparent la nourriture. Nettoient les tubercules. Écrasent des noix pour en extraire l'huile. Préparent des herbes pour assaisonner le repas du soir. Car oui, ils cuisinaient. Ils ne se contentaient pas de manger cru.
La maîtrise du feu, acquise il y a plusieurs centaines de milliers d'années, leur permettait de cuire leurs aliments, de les rendre plus digestes, plus savoureux. Et les enfants? Que font-ils pendant ce temps? Ils jouent, bien sûr. Mais leur jeu est aussi un apprentissage. Ils imitent les adultes, fabriquent de petits outils, font semblant de chasser, de cueillir. Ils apprennent en observant, en pratiquant, en posant des questions. Il n'y a pas d'école au sens moderne, mais l'éducation est constante, intégrée à chaque moment de la vie quotidienne. Les enfants sont élevés non pas seulement par leurs parents, mais par tout le groupe. C'est ce qu'on appelle l'alloparentalité, et cela semble avoir été la norme pendant la majeure partie de l'histoire humaine. En fin d'après-midi, les chasseurs reviennent. Ils ont réussi. Ils portent un cerf, tué de manière rapide et efficace. C'est une prise importante, qui va nourrir tout le groupe pendant plusieurs jours. Mais remarquez quelque chose d'essentiel, la viande n'appartient pas aux chasseurs. Elle appartient à tout le monde. Elle va être partagée équitablement entre toutes les familles du groupe. C'est une règle fondamentale de la vie des chasseurs-cueilleurs, le partage de la nourriture. Pourquoi ce partage systématique? Parce que c'est la seule stratégie qui fonctionne sur le long terme. Aujourd'hui, vous avez de la chance à la chasse. Demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. En partageant systématiquement, vous créez un filet de sécurité pour tout le monde. Vous ne pouvez pas stocker la viande très longtemps sans réfrigération. Mieux vaut la partager maintenant et savoir que les autres partageront avec vous quand ce sera leur tour. Ce système de réciprocité généralisée était au cœur de la société paléolithique. Le soir arrive. C'est le moment le plus important de la journée, dans un sens. Car c'est le moment où le groupe se rassemble autour du feu. Le feu n'est pas qu'une source de chaleur et de lumière. C'est le cœur social du camp. C'est autour du feu qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on discute, qu'on raconte des histoires. Le feu est tellement central qu'il structure l'organisation même du campement. Les abris sont disposés en cercle ou en demi-cercle autour du foyer central. Tout le monde peut voir le feu. Tout le monde peut sentir sa chaleur. Tout le monde peut participer aux conversations. Ce soir, pendant que la viande cuit lentement, embrochée sur des bâtons au-dessus des flammes, les histoires commencent. Les chasseurs racontent d'abord l'expédition du jour. Comment ils ont suivi les traces, comment ils ont repéré le troupeau, comment ils ont coordonné leurs mouvements pour réussir la chasse. Ce n'est pas de la vantardise. C'est de l'enseignement. Les jeunes écoutent attentivement, apprennent les stratégies, les techniques. Puis les histoires changent de nature. On commence à raconter les récits anciens. Les mythes, les légendes, l'histoire de comment les premiers humains ont obtenu le feu. L'histoire du grand déluge qui a submergé la vallée il y a plusieurs générations. L'histoire des esprits animaux qui habitent la forêt. Ces histoires ne sont pas que du divertissement. Elles encodent des connaissances essentielles. Elles enseignent les valeurs du groupe. Elles créent un sentiment d'identité collective. Elles transmettent la sagesse des ancêtres. Et elles se transmettent avec une précision remarquable. Les sociétés orales ont développé des techniques mnémotechniques sophistiquées pour préserver l'information. Les histoires sont structurées de manière à être faciles à mémoriser. Elles utilisent des répétitions, des rythmes, des images frappantes. Elles sont racontées encore et encore, avec de légères variations, mais en préservant toujours le cœur du message. Cette tradition orale était si efficace que certaines informations pouvaient être transmises pendant des milliers d'années. Des études récentes ont montré que certaines légendes aborigènes australiennes contiennent des souvenirs géographiques datant de plus de 7000 ans, comme le souvenir de côtes aujourd'hui submergées. La soirée se poursuit. Les enfants les plus jeunes s'endorment, bercés par le crépitement du feu et le murmure des voix. Les adultes continuent à discuter, plus tranquillement maintenant. Ils parlent des plans pour les prochains jours. Faut-il rester ici ou se déplacer vers le campement d'été près de la rivière? Les baies sauvages devraient être mûres maintenant. Et puis il faudrait aller chercher du bon silex sur le site qu'on connaît, à 2 jours de marche vers le nord. Ce silex est de meilleure qualité, il fait des outils plus tranchants. Ces discussions peuvent sembler banales, mais elles révèlent quelque chose d'important. Vos ancêtres planifiaient. Ils pensaient au futur. Ils prenaient des décisions collectives basées sur leur connaissance approfondie de l'environnement et des saisons. Ils n'étaient pas des êtres primitifs vivant au jour le jour, réagissant simplement aux événements. Ils étaient des humains pleinement conscients, capables de raisonnement abstrait, de planification à long terme, de délibération collective. La nuit finit par tomber complètement. Le feu est alimenté une dernière fois. Les adultes se retirent dans leurs abris. Dans quelques heures, quelqu'un se réveillera pour vérifier le feu, ajouter du bois si nécessaire. Le feu ne doit jamais s'éteindre complètement. Pas parce qu'ils ne savent pas le rallumer, ils le savent très bien.
mais parce qu'il est plus facile de le maintenir que de le recréer. Le feu est précieux. Il est sacré, dans un sens. Voilà, une journée dans la vie d'un chasseur-cueilleur paléolithique. Une journée de travail modéré, de socialisation intense, de transmission de savoir, de connexion profonde avec la nature. Une journée qui ressemble peu à nos journées modernes frénétiques, stressantes, isolées. Une journée qui, sous bien des aspects, semble presque enviable. Mais avant de tomber dans une nostalgie romantique, rappelons-nous aussi les difficultés. La mortalité infantile était élevée. Les blessures graves pouvaient être fatales. Les périodes de disette existaient, surtout pendant les hivers rigoureux. La vie n'était pas un paradis. Mais elle n'était pas non plus l'enfer que nous imaginons souvent. C'était simplement une vie différente, adaptée à un monde différent, avec ses propres défis et ses propres récompenses. Et cette vie, cette manière d'exister, a duré des dizaines de milliers d'années. Des centaines de milliers d'années, même, si on remonte au premier Homo sapiens. C'est cette vie qui a façonné notre psychologie, nos instincts sociaux, nos besoins fondamentaux. Nous sommes, génétiquement et psychologiquement, toujours des chasseurs-cueilleurs. Notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer significativement depuis le Paléolithique. Ce qui explique pourquoi tant d'aspects de la vie moderne nous semblent contre nature, stressants, aliénants. Nous vivons dans un monde pour lequel nous ne sommes pas vraiment faits. Mais nous reviendrons sur cette idée plus tard. Pour l'instant, reposons-nous, fermons les yeux, et préparons-nous à explorer un autre aspect fascinant de la vie avant la civilisation, l'art, la créativité, la spiritualité de nos ancêtres. Car s'ils ne construisaient pas de villes, s'ils n'écrivaient pas de livres, ils créaient néanmoins des œuvres d'une beauté à couper le souffle. Des œuvres qui traverseraient les millénaires pour nous parvenir, témoignages silencieux d'une humanité profonde et vibrante. Imaginez-vous maintenant dans une grotte, en France, il y a 17 000 ans. Non pas au fond d'une caverne obscure, mais plutôt à l'entrée, là où la lumière du jour pénètre encore faiblement. Vous tenez une torche rudimentaire, un morceau de bois résineux qui brûle lentement en dégageant une lumière jaune et tremblotante. Autour de vous, sur les parois de la grotte, explosent des formes. Des chevaux qui semblent galoper dans la lumière dansante. Des bisons massifs, leurs muscles saillants sous leur pelage épais. Des cerfs au bois élégant. Des mains humaines, en négatif, comme des fantômes imprimés dans la pierre. Bienvenue à Lascaux, ou plutôt, bienvenue dans ce que Lascaux était quand elle était vivante, quand des humains venaient ici non pas pour visiter un musée, mais pour créer, pour peindre, pour laisser une trace de leur vision du monde. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, une vision du monde, capturée sur la pierre il y a des millénaires, et qui continue de nous parler aujourd'hui. Mais commençons par détruire un mythe tenace, celui de l'homme des cavernes. Cette image d'Épinal, un être hirsute, à moitié nu, vivant au fond d'une grotte sombre, se battant quotidiennement pour sa survie. Cette image est fausse sur presque tous les points. Nous l'avons déjà vu, les chasseurs-cueilleurs paléolithiques ne vivaient pas au fond de grottes. Ils vivaient principalement en plein air, dans des campements temporaires faits de peaux et de branchages. Quand ils utilisaient des grottes, c'était généralement à leur entrée, là où la lumière naturelle arrivait encore, ou dans des abris sous roches qui offraient une protection contre les éléments sans pour autant être des espaces confinés et obscurs. Alors pourquoi trouve-t-on tant de traces de leur présence dans les grottes ? Paradoxalement, c'est justement parce qu'ils n'y vivaient pas. Les grottes ont préservé ce qui, ailleurs, aurait disparu. Les campements en plein air, construits avec des matériaux périssables, ont été effacés par le temps. Seuls restent quelques trous de poteaux, quelques arrangements de pierre, quelques concentrations d'outils de silex. Les grottes, elles, ont joué le rôle de capsules temporelles, protégeant des intempéries les objets, les ossements, et surtout, les peintures. Car les grottes n'étaient pas des habitats ordinaires. À la lumière de nos connaissances, on peut supposer qu'elles étaient des espaces spéciaux. Sacrés, peut-être. En tout cas, différents. Et c'est là, dans ces espaces souterrains mystérieux, que nos ancêtres ont créé certaines des œuvres d'art les plus remarquables de l'histoire humaine. La grotte de Lascaux a été découverte par hasard en 1940 par 4 adolescents et leurs chiens. L'histoire est presque trop belle pour être vraie. Le chien tombe dans un trou, les adolescents descendent le chercher, et ils découvrent une galerie ornée de peintures spectaculaires. Mais Lascaux n'est qu'une grotte parmi des centaines d'autres. Certaines sont connues depuis longtemps, comme Altamira en Espagne, découverte en 1879. D'autres ont été découvertes plus récemment, comme la grotte Chauvet, trouvée en 1994. Et c'est la grotte Chauvet qui a bouleversé notre compréhension de l'art paléolithique. Pourquoi ? À cause de son âge. Les peintures de Chauvet datent d'environ 36 000 ans.
36 000 ans. Pour mettre ce chiffre en perspective, Lascaux, avec ses 17 000 ans, est déjà considérée comme très ancienne. Mais Chauvet a presque le double de son âge. Les artistes de Chauvet sont aussi éloignés de ceux de Lascaux que nous le sommes de l'Égypte ancienne. Et voici ce qui est stupéfiant, les peintures de Chauvet ne sont pas primitives. Elles ne sont pas des dessins maladroits, des premières tentatives balbutiantes d'art figuratif. Elles sont magnifiques, sophistiquées, techniquement accomplies. Elles montrent une maîtrise de la perspective, de l'ombrage, du mouvement. Les artistes de Chauvet savaient utiliser les reliefs naturels de la roche pour donner du volume à leur création. Une bosse dans la paroi devient l'épaule d'un bison. Un creux suggère le ventre d'un cheval. Ils savaient mélanger les pigments pour obtenir différentes teintes. Ils savaient estomper le charbon avec leurs doigts pour créer des dégradés subtils. Cette découverte a fait littéralement exploser l'idée d'une évolution linéaire de l'art préhistorique. On pensait avant Chauvet que l'art avait progressé lentement, maladroitement, depuis des premiers dessins simples jusqu'à l'apogée que représenterait Lascaux. Mais Chauvet nous a montré que non. Dès le début, ou en tout cas dès que nous avons des traces, l'art paléolithique était déjà pleinement développé. Les premières œuvres que nous connaissons sont déjà des chefs-d'œuvre. Cela suggère deux interprétations. Premièrement, l'art humain est probablement beaucoup plus ancien que nous ne le pensions. Les peintures de Chauvet ne sont sans doute pas les premières. Il a dû y avoir des millénaires d'expérimentation avant. Mais ces œuvres plus anciennes ont probablement été faites sur des supports périssables, le bois, l'écorce, le cuir, la peau humaine même, et elles n'ont pas survécu. Deuxièmement, cela nous dit que nos ancêtres il y a 36 000 ans étaient déjà pleinement humains au sens cognitif. Ils pensaient comme nous, ils voyaient le monde comme nous. Ils ressentaient le besoin de créer, d'exprimer, de laisser une trace, exactement comme nous. Mais regardons de plus près ces peintures. Que représentent-elles ? Dans la majorité des grottes ornées, ce sont des animaux. Des chevaux, des bisons, des aurochs, ces ancêtres sauvages de nos vaches domestiques. Des bouquetins, des cerfs, des rennes. Et dans Chauvet, plus particulièrement, beaucoup d'animaux dangereux. Des lions des cavernes, des rhinocéros laineux, des ours des cavernes. Ces animaux redoutables occupent près de 65% des représentations à Chauvet, alors qu'ils ne représentaient qu'une infime partie du gibier chassé. Cela nous dit quelque chose d'important, ces peintures n'étaient pas des représentations réalistes de la vie quotidienne. Ce n'étaient pas des photos de famille ni des albums de voyage. C'était autre chose. Mais quoi, exactement ? Nous ne le savons pas avec certitude, et nous ne le saurons probablement jamais. Mais nous pouvons formuler des hypothèses. L'explication la plus courante est celle de la magie de chasse. L'idée serait qu'en peignant l'animal, on acquérait un pouvoir sur lui, on augmentait ses chances de le capturer. C'est une théorie séduisante, et elle a été acceptée pendant longtemps. Mais elle a un problème majeur. Comme nous venons de le voir, beaucoup des animaux peints n'étaient pas ceux qu'on chassait le plus. À Chauvet, ce sont les lions et les ours qui dominent, pas les rennes et les chevaux qui constituaient la base de l'alimentation. Cette observation suggère une interprétation selon laquelle si c'était de la magie de chasse, elle était dirigée vers d'autres objectifs que la simple acquisition de nourriture. Une autre explication possible est celle du chamanisme. Les grottes auraient été des lieux de rituels chamaniques, où des individus spécialement formés entraient en transe, voyageaient dans des mondes spirituels, et ramenaient des visions qu'ils peignaient ensuite sur les parois. Cette théorie trouve un certain soutien dans les témoignages ethnographiques de peuples chasseurs-cueilleurs récents qui pratiquaient effectivement le chamanisme. Mais encore une fois, cela reste difficile à prouver de manière définitive. Une troisième possibilité, plus prosaïque mais pas moins intéressante, est que les grottes servaient de lieux de rassemblement, de cérémonies d'initiation, de transmission de savoir. Imaginez un adolescent, sur le point de devenir adulte, qu'on emmène pour la première fois dans les profondeurs de la grotte. Il rampe dans des passages étroits, obscurs, terrifiants. Puis soudain, le passage s'ouvre sur une vaste salle, et là, dans la lumière tremblante des torches, apparaissent les animaux peints. Énormes, puissants, presque vivants dans la lueur dansante du feu. L'impact psychologique serait immense. Ce serait une initiation inoubliable, marquant définitivement le passage à l'âge adulte. Mais peut-être cherchons-nous une explication trop complexe. Peut-être qu'une part de l'art paléolithique était simplement de l'art. Le résultat d'un besoin humain fondamental de créer, d'exprimer, de capturer la beauté du monde. Nous aimons compliquer les choses, chercher des significations profondes et mystérieuses. Mais peut-être que certains de ces artistes peignaient pour les mêmes raisons que les artistes d'aujourd'hui, parce qu'ils voyaient quelque chose de beau et voulaient le recréer.
Parce qu'ils ressentaient quelque chose et voulaient l'exprimer. Parce qu'ils avaient en eux un besoin irrépressible de créer. Et quand on regarde ces peintures, on sent la présence de l'artiste. On le sent vraiment. Ce n'est pas une abstraction, un homme préhistorique générique. C'est un individu, quelqu'un qui a choisi cet endroit précis de la paroi, qui a préparé ses pigments en broyant de l'ocre rouge et du charbon noir, qui a peut-être construit un échafaudage pour atteindre le plafond, qui a passé des heures, peut-être des jours, à dessiner, à peindre, à parfaire chaque détail. Quelqu'un qui avait une vision et voulait la réaliser. Et parfois, cet artiste a laissé sa signature. Pas un nom écrit, l'écriture n'existait pas encore. Mais quelque chose de plus direct, de plus intime. Sa main. À Chauvet, à Pêche-Merle, à Gargas, et dans des dizaines d'autres grottes à travers le monde, on trouve des mains en négatif. La technique est simple. L'artiste place sa main à plat contre la paroi, puis souffle du pigment autour, probablement à travers un os creux ou un roseau. Quand la main est retirée, il reste son empreinte fantomatique. Ces mains sont bouleversantes. Quand vous en voyez une, vous pouvez placer votre propre main dessus. Vos doigts s'alignent avec les siens. Vos paumes se touchent à travers 30 000 ans. C'est un contact direct, humain, intime. Cette personne était là. Elle a respiré, pensé, ressenti. Elle a voulu laisser une trace. Et cette trace est parvenue jusqu'à nous. Certaines de ses mains montrent des particularités frappantes. Des doigts manquants. Cela pourrait être dû à des blessures, à des gelures peut-être, car le climat était rude pendant la période glaciaire. Ou peut-être à des rituels d'amputation, pratiqués dans certaines cultures pour marquer des événements importants. Nous ne savons pas, mais ces détails rendent ces mains encore plus humaines, encore plus individuelles. Il y a aussi des mains d'enfants. Petites, délicates, souvent à côté de mains adultes. Un parent et son enfant, peut-être, côte à côte, laissant leur marque ensemble. L'image est touchante. Elle nous rappelle que l'art paléolithique n'était pas créé par des chamans solitaires dans des transes mystiques. Il était créé par des communautés, des familles, des gens ordinaires qui vivaient leur vie et qui, pour une raison ou une autre, ressentaient le besoin de laisser leur empreinte dans la pierre. Mais l'art paléolithique ne se limitait pas aux peintures murales. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'art mobilier, des objets sculptés, gravés, décorés, que les gens pouvaient emporter avec eux. Et certains de ces objets sont absolument extraordinaires. Pensez aux Vénus. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont de petites statuettes féminines, sculptées dans de l'ivoire de mammouth, de la pierre ou de l'os, qui datent généralement d'entre 35 000 et 20 000 ans. La plus célèbre est la Vénus de Willendorf, trouvée en Autriche, qui date d'environ 28 000 ans. Elle mesure à peine 11 cm de haut. Elle tient dans le creux de la main. Mais elle est extraordinairement détaillée. Les formes du corps, les seins, le ventre, les hanches, sont exagérées, presque hypertrophiées. La tête par contre n'a pas de visage visible, juste une sorte de coiffure ou de capuche finement travaillée. Que représentent ces Vénus? Là encore, nous ne savons pas avec certitude. L'interprétation traditionnelle est qu'il s'agit de symboles de fertilité. Les formes généreuses représenteraient la capacité à porter et nourrir des enfants, une qualité hautement valorisée dans des sociétés où la survie dépendait de la reproduction. C'est possible, mais peut-être est-ce trop simpliste. Peut-être ces statuettes avaient-elles des significations multiples, changeant selon le contexte. Peut-être étaient-elles des objets personnels, des portraits de personnes réelles, des amulettes protectrices. Peut-être étaient-elles tout cela à la fois. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un a passé des heures à sculpter ces objets. À travailler l'ivoire dur avec des outils de pierre. À polir la surface jusqu'à ce qu'elle soit lisse et douce au toucher. Ces statuettes ont été manipulées encore et encore, on le voit au brillant de leur surface, usées par les mains qui les ont tenues. Elles étaient précieuses, elles comptaient, et il y a tant d'autres exemples d'art mobilier. Des propulseurs de lances magnifiquement sculptés, représentant des animaux. Des bâtons percés gravés de motifs géométriques complexes. Des perles faites de coquillages, de dents d'animaux, d'ivoire. Des objets purement décoratifs, sans fonction utilitaire évidente, créés simplement pour être beaux. Cela nous dit quelque chose d'essentiel. L'esthétique comptait pour nos ancêtres. La beauté comptait, même dans un monde où la survie n'était pas garantie, même dans des conditions parfois difficiles, ils prenaient le temps de créer des objets beaux. Il y avait aussi de la musique. Nous en avons des preuves concrètes. Des flûtes en os, datant d'environ 40 000 ans, ont été trouvées en Allemagne. Ces flûtes ne sont pas des sifflets rudimentaires. Ce sont des instruments sophistiqués, avec plusieurs trous soigneusement percés, capables de produire différentes notes. Quelqu'un a créé ces flûtes. Et quelqu'un en a joué.
Imaginez le son, un soir, autour du feu. Les flammes qui dansent, les gens qui écoutent, et cette mélodie ancienne, jouée sur un os d'oiseau, s'élevant dans la nuit. Nous ne connaîtrons jamais la musique qu'ils jouaient. Les mélodies sont perdues à jamais. Mais nous savons qu'ils en jouaient. Et cela change tout, car la musique est peut-être la forme d'art la plus profondément humaine. Elle n'a pas d'utilité pratique évidente. On ne peut pas la manger. On ne peut pas s'en servir comme outil. Mais elle touche quelque chose en nous. Elle crée des émotions, de la cohésion sociale, du sens. Nos ancêtres le savaient déjà, il y a 40 000 ans. Et il y avait probablement de la danse aussi. Nous n'avons pas de traces directes, évidemment. La danse ne laisse pas d'artefacts. Mais certaines peintures rupestres semblent montrer des figures en mouvement, comme dansant. Et ethnographiquement, toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs connues pratiquent la danse. C'est tellement universel qu'il serait étonnant que nos ancêtres paléolithiques n'aient pas dansé eux aussi. Imaginez donc la scène. Une nuit de pleine lune, peut-être. Un groupe rassemblé dans une clairière. Un feu au centre. Quelqu'un joue de la flûte. D'autres frappent des rythmes avec des bâtons ou des pierres. Et les gens dansent, tournent, sautent, leurs ombres grotesques projetées par le feu sur les arbres environnants. C'est un rituel, peut-être. Ou simplement une célébration. Un moment de joie pure, de connexion entre les membres du groupe. Nous avons tendance à penser que l'art et la spiritualité sont des luxes, des choses qui viennent après que les besoins de base sont satisfaits. Mais l'évidence archéologique suggère le contraire. Dès que nous avons des traces de comportements pleinement humains, nous trouvons de l'art. Dès que nous trouvons des sépultures délibérées, nous trouvons de l'ocre rouge saupoudré sur les corps, des objets placés dans les tombes. L'art et le rituel ne sont pas des ajouts tardifs à la condition humaine. Ils sont au cœur même de ce que signifie être humain. Les sépultures, justement, parlons-en. Car elles nous révèlent peut-être plus que toute autre chose la vie intérieure de nos ancêtres. La première preuve claire de sépulture intentionnelle par Homo sapiens date d'environ 100 000 ans. Et ces sépultures ne sont pas de simples trous où on a jeté un corps. Ce sont des tombes soigneusement préparées. Le corps est positionné de manière spécifique, souvent en position fœtale. De l'ocre est saupoudré autour du corps ou sur lui. Des objets sont placés, des outils, des coquillages, des parures. Dans au moins un cas, on a trouvé des restes de pollen, ce qui suggère que la tombe avait été décorée avec des fleurs fraîches. Pourquoi faire tout cela? Pourquoi dépenser tant d'énergie et de temps pour un mort, qui par définition ne peut plus en profiter? La réponse est évidente, parce qu'il croyait à quelque chose. Il croyait que la mort n'était pas la fin. Ou au moins, il ressentait le besoin de marquer ce moment, de le ritualiser, de ne pas laisser le corps simplement pourrir là où il était tombé. C'est de l'empathie, de l'amour, du respect, et c'est aussi de la philosophie, une réflexion sur la vie, la mort, ce qui vient après. À la lumière de ces découvertes, on peut en déduire que les hommes et femmes du Paléolithique avaient probablement tout un univers spirituel complexe. Un monde peuplé d'esprits, peut-être. Des esprits des ancêtres, des esprits des animaux, des esprits des lieux, des rivières, des montagnes, des forêts. Un monde où chaque élément de la nature était vivant, conscient, méritant respect et attention. Cette vision du monde, qu'on appelle l'animisme, est universelle parmi les peuples chasseurs-cueilleurs récents. Il n'y a aucune raison de penser que nos ancêtres paléolithiques pensaient différemment. Pour eux, le monde n'était pas divisé entre l'animé et l'inanimé, entre l'humain et le naturel. Tout était relié, tout était vivant, d'une certaine manière. Les animaux n'étaient pas de simples ressources. C'étaient des êtres, avec leurs propres intentions, leurs propres esprits. Les chasser nécessitaient donc non seulement des compétences physiques, mais aussi des rituels appropriés, des marques de respect, des excuses peut-être. Cette vision peut nous sembler étrange, nous qui vivons dans un monde matérialiste, mécaniste. Mais elle a du sens dans le contexte de la vie de chasseur-cueilleur. Quand vous dépendez complètement de la nature pour votre survie, quand vous passez chaque jour à observer les animaux, les plantes, les saisons, vous développez un respect profond, presque religieux, pour le monde naturel. Vous voyez des schémas réguliers, des connexions, des cycles. Vous comprenez que vous n'êtes pas séparé de ce monde. Vous en faites partie. Et peut-être que cette compréhension, cette connexion profonde, c'est ce qui s'exprime dans l'art paléolithique. Pas une tentative de contrôler ou de dominer la nature, mais une célébration de sa beauté, de sa puissance, de son mystère. Une façon de dire, nous voyons tout cela. Nous comprenons, nous respectons, nous sommes reconnaissants. Les artistes de l'âge de glace ne savaient pas qu'ils créaient pour l'éternité. Ils ne savaient pas que 30 000 ans plus tard,
des gens viendraient contempler leurs œuvres avec émerveillement. Ils créaient pour eux, pour leur communauté, pour leur Dieu ou esprit peut-être. Mais en faisant cela, ils nous ont laissé un cadeau inestimable. Ils nous ont montré qu'ils étaient humains, pleinement humains, comme nous. Qu'ils ressentaient le besoin de créer, d'exprimer, de laisser une trace. Qu'ils voyaient le monde avec des yeux qui savaient apprécier la beauté. La prochaine fois que vous verrez une reproduction de peinture paléolithique, prenez un moment pour vraiment la regarder. Pas comme une curiosité archéologique, mais comme une œuvre d'art. Laissez-la vous toucher, et pensez à l'artiste, debout dans une grotte sombre, une torche à la main, peignant un cheval qui traverse les millénaires pour nous parvenir. Cet artiste était votre ancêtre. Son sang coule dans vos veines. Son besoin de créer vit en vous. Nous sommes tous des héritiers de l'art de l'âge de glace. Respirez profondément. Détendez-vous. Nous allons maintenant voyager vers un moment charnière de l'histoire humaine. Un moment où tout a changé. Où notre espèce a pris une direction nouvelle, inattendue. Un moment qui a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes maintenant il y a environ 12 000 ans. Le monde est en train de changer. La dernière grande période glaciaire touche à sa fin. Les glaciers qui couvraient une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord commencent à reculer. Le climat se réchauffe progressivement. Les paysages se transforment. Des forêts poussent là où il n'y avait que de la toundra. De nouvelles espèces d'animaux apparaissent, adaptées à ce climat plus doux. Mais ce ne sont pas seulement les paysages qui changent. C'est aussi les humains. Ou plutôt, c'est leur mode de vie qui est sur le point de subir la transformation la plus radicale depuis l'émergence de notre espèce. Pendant des centaines de milliers d'années, tous les humains sur Terre ont été des chasseurs-cueilleurs nomades. Tous, sans exception. C'était la seule façon de vivre que nous connaissions. Mais dans les prochains millénaires, tout cela va changer. Les humains vont inventer, ou plutôt découvrir, une nouvelle façon de se nourrir. Une façon qui va transformer complètement leur société, leur environnement, leur rapport au monde. Ils vont inventer l'agriculture. L'endroit où cela se produit pour la première fois est une région qu'on appelle aujourd'hui le Croissant fertile. C'est un arc de terre qui s'étend de l'actuel Israël, traverse la Syrie et le Liban, et descend le long des fleuves Tigre et Euphrate en Irak. C'est une région bénie par la géographie et le climat. Il y pleut suffisamment pour faire pousser des plantes, mais pas trop pour les noyer. Les hivers sont doux. Les étés, chauds mais pas torrides. Et surtout, cette région abrite naturellement plusieurs espèces de céréales sauvages, le blé, l'orge, l'engrain. Des céréales qui poussent en abondance, formant parfois de véritables champs naturels. Les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans cette région il y a 12 000 ans sont particulièrement chanceux. On les appelle les Natoufiens. Ils vivent dans des conditions si favorables qu'ils ont pu faire quelque chose d'inhabituel pour des chasseurs-cueilleurs, ils se sont sédentarisés. Pas complètement, pas tous. Mais certains groupes ont établi des villages permanents. Des groupes de maisons rondes, construites en pierre et en argile, occupées toute l'année. C'est révolutionnaire. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont été nomades. Maintenant, pour la première fois, certains restent au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'ils le peuvent. Les céréales sauvages sont si abondantes dans cette région qu'une famille peut récolter en quelques semaines assez de grains pour nourrir tout le monde pendant un an. Un chercheur a estimé qu'une personne pouvait récolter en 2 semaines environ 1000 kg de grains sauvages. C'est énorme. C'est une quantité de nourriture que vous ne pourriez jamais obtenir en chassant et en cueillant de manière traditionnelle. Donc les Natoufiens s'installent. Ils construisent des maisons. Ils commencent à stocker les grains dans des silos. Ils développent de nouveaux outils. Des faucilles pour couper les épis, des meules pour moudre les grains. Ils domestiquent le chien, qui devient un compagnon et un auxiliaire de chasse. Ils créent des cimetières, où ils enterrent leurs morts génération après génération. Ils sont en train de devenir sédentaires. Mais ils ne sont pas encore agriculteurs. Pas vraiment. Ils récoltent toujours des plantes sauvages. Ils chassent toujours des animaux sauvages. Ils sont juste des chasseurs-cueilleurs qui ont trouvé un endroit si favorable qu'ils peuvent y rester en permanence. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, quelque chose change. On ne sait pas exactement comment ni pourquoi. Peut-être qu'à force de récolter les mêmes plantes année après année, quelqu'un remarque que les graines tombées au sol repoussent. Peut-être qu'ils commencent à disperser volontairement quelques graines près de leur village, pour faciliter la récolte l'année suivante. Peut-être qu'ils commencent à sélectionner inconsciemment les plantes les plus productives, celles dont les graines ne se dispersent pas trop facilement, celles qui sont plus grosses et plus nutritives. Quoi qu'il en soit, vers 10 000 ans avant notre ère, les premiers signes d'agriculture véritable apparaissent. Les archéologues peuvent le voir dans les graines elles-mêmes.
Les plantes domestiquées sont différentes de leurs ancêtres sauvages. Leurs graines sont plus grosses. Elles restent attachées à l'épi au lieu de se disperser spontanément. Ces changements sont le résultat d'une sélection humaine, volontaire ou non. Et presque en même temps, les animaux commencent à être domestiqués. Les moutons d'abord, puis les chèvres, puis les porcs et les bovins. Là encore, c'est un processus graduel. Au début, cela pourrait impliquer que certains animaux s'habituent simplement à la présence humaine, venant rôder autour des villages pour se nourrir des déchets. Les humains tolèrent leur présence. Puis ils commencent à les protéger des prédateurs. Puis ils commencent à les parquer, à contrôler leur reproduction. Et lentement, génération après génération, ces animaux changent. Ils deviennent plus petits, plus dociles. Ils deviennent domestiques. Vers 8000 ans avant notre ère, la transformation est complète. Dans le croissant fertile, il existe maintenant des villages agricoles permanents. Les gens cultivent du blé, de l'orge, des lentilles, des pois. Ils élèvent des moutons, des chèvres, des cochons, des vaches. Ils fabriquent de la poterie pour stocker leurs grains. Ils construisent des maisons rectangulaires en briques d'argile séchées. Ils vivent d'une manière radicalement différente de leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. Cette transformation est si importante que l'archéologue Gordon Childe l'a appelée la « révolution néolithique ». Une révolution parce que c'est un changement total, qui bouleverse tout. Néolithique parce que c'est aussi à cette époque que les humains commencent à polir leurs outils de pierre au lieu de simplement les tailler, d'où le nom, néolithique, la nouvelle pierre. Mais attention, malgré le terme de « révolution », ce changement n'a pas été rapide. Il s'est étalé sur des millénaires. Et il n'a pas été uniforme. Pendant très longtemps, chasseurs-cueilleurs et agriculteurs ont coexisté. Certains groupes ont adopté l'agriculture rapidement. D'autres ont résisté pendant des siècles. Certains ont essayé l'agriculture puis y ont renoncé. C'était un processus complexe, hésitant, avec des avancées et des reculs. Et surtout, ce n'était pas évident que l'agriculture était un progrès. En fait, pour les individus qui vivaient cette transition, c'était probablement perçu comme un recul. Pourquoi ? Parce que les premiers agriculteurs travaillaient beaucoup plus dur que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs, et étaient en moins bonne santé. Oui, vous avez bien entendu. Les squelettes des premiers agriculteurs montrent qu'ils étaient plus petits que les chasseurs-cueilleurs. Ils avaient plus de caries dentaires, à cause de leur régime riche en glucides. Ils souffraient plus souvent de carences nutritionnelles, parce que leur alimentation était moins diversifiée. Ils avaient des problèmes de dos et d'articulation, dus au travail répétitif des champs et du portage de lourdes charges. L'espérance de vie moyenne n'était pas meilleure, peut-être même pire. Alors pourquoi l'ont-ils fait ? Pourquoi adopter un mode de vie qui vous fait travailler plus dur et vous rend moins sain ? La réponse est, parce que l'agriculture permettait de nourrir plus de gens sur la même surface de terre. Un chasseur-cueilleur a besoin de plusieurs kilomètres carrés pour subvenir à ses besoins. Un agriculteur peut vivre sur un terrain de quelques hectares. Donc même si chaque individu agriculteur vivait moins bien qu'un chasseur-cueilleur, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs. C'est un peu comme un dilemme collectif. Pour un groupe donné, il serait préférable de rester chasseur-cueilleur. Mais si vos voisins deviennent agriculteurs, ils vont augmenter en nombre, et éventuellement vous submerger ou vous repousser. Donc vous êtes obligé d'adopter l'agriculture vous aussi, même si cela réduit votre qualité de vie individuelle. Et puis il y a un autre facteur crucial, l'agriculture crée des surplus. Avec la chasse et la cueillette, vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin, jour après jour. Avec l'agriculture, après la récolte, vous avez des mois de nourriture stockée. Ces surplus changent tout. Ils permettent à certaines personnes de ne pas travailler au champ, de se spécialiser dans d'autres activités. L'artisanat, par exemple, la fabrication d'outils, de poterie, de textiles. Ou le commerce, l'échange de biens entre différentes communautés. Ou la guerre, malheureusement. Ou la religion organisée, avec des prêtres à temps plein. Et les surplus permettent aussi l'accumulation. Pour la première fois dans l'histoire humaine, certains individus peuvent posséder plus que d'autres. Un chasseur-cueilleur ne peut rien accumuler, il est constamment en mouvement. Mais un agriculteur peut stocker des grains, posséder des terres, élever plus de bétail. L'inégalité apparaît, la hiérarchie sociale se développe. Certaines familles deviennent plus riches, plus puissantes. Avec le temps, ces différences se creusent. Des chefs émergent, puis des rois, des aristocraties, des classes sociales. Le monde égalitaire des chasseurs-cueilleurs disparaît progressivement, remplacé par des sociétés stratifiées, hiérarchisées. Et ces nouvelles sociétés développent de nouvelles technologies, de nouvelles formes d'organisation. Elles construisent des villes, elles inventent l'écriture,
Elles créent des empires. Mais tout cela a un prix. Les sociétés agricoles sont plus vulnérables que les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Si la récolte échoue, c'est la famine. Si une maladie frappe, elle se propage rapidement dans les villages densément peuplés. Les conflits deviennent plus fréquents et plus meurtriers, à cause de la compétition pour les terres arables. L'environnement commence à être transformé, parfois détruit. Les forêts sont défrichées pour faire place aux champs. Les sols s'épuisent. L'érosion s'installe. Le croissant fertile, cette région si bénie qui a vu naître l'agriculture, est aujourd'hui en grande partie un désert. Ce n'est pas un hasard. Des millénaires d'agriculture intensive, de déforestation, de surpâturage ont transformé un paysage verdoyant en terres arides. C'est peut-être la première grande catastrophe écologique causée par l'humanité. Mais revenons au début de l'agriculture. Il y a quelque chose de fascinant dans ces premiers villages néolithiques. Prenez Çatalhöyük, en Turquie, un des sites les plus impressionnants. Il y a 9000 ans, c'était déjà une ville de plusieurs milliers d'habitants. Les maisons étaient construites les unes contre les autres, sans rue entre elles. Les gens circulaient sur les toits et entraient dans leurs maisons par des échelles descendant du toit. À l'intérieur, les maisons étaient décorées de peintures murales, de sculptures, de crânes de taureaux accrochés au mur. C'était une société complexe, avec une vie religieuse intense, des artisans spécialisés, des réseaux commerciaux s'étendant sur des centaines de kilomètres. Ou pensez à Jéricho, en Palestine. Il y a 10 000 ans, c'était déjà un village permanent avec des maisons en briques, entourées d'une muraille de pierre et d'une tour massive. Pourquoi construire une muraille ? Ces éléments suggèrent une interprétation selon laquelle ils cherchaient à se protéger d'autres groupes humains. La guerre organisée fait son apparition, conséquence malheureuse mais inévitable de la sédentarisation et de l'accumulation de biens. Mais il y a aussi des choses merveilleuses dans ces premiers villages. Göbekli Tepe, en Turquie, est peut-être le site le plus mystérieux. Il date d'environ 11 000 ans. C'est un complexe monumental, avec des cercles de piliers massifs en pierre, certains pesant jusqu'à 20 tonnes, décorés de sculptures d'animaux. Et voici ce qui est extraordinaire. Göbekli Tepe a été construit par des chasseurs-cueilleurs, pas par des agriculteurs. Les gens qui ont construit ce site ne vivaient pas encore dans des villages permanents. Ils n'avaient pas encore domestiqué les plantes. Et pourtant, ils ont organisé des chantiers monumentaux, rassemblant peut-être des centaines de personnes, pendant des années, pour créer ce complexe religieux. Cela nous force à repenser nos idées sur la révolution néolithique. On pensait que la séquence était agriculture, puis sédentarisation, puis surplus, puis spécialisation, puis religion organisée et monuments. Mais Göbekli Tepe suggère que ça pourrait être l'inverse. Peut-être que c'est la religion, le besoin de se rassembler pour des cérémonies, qui a poussé les groupes à se sédentariser. Et peut-être que c'est la nécessité de nourrir ces rassemblements qui a encouragé le développement de l'agriculture. Nous ne savons pas, et c'est fascinant. Même après un siècle de recherches archéologiques intensives, nous ne comprenons toujours pas complètement pourquoi l'agriculture est apparue quand et où elle est apparue. C'est un mystère qui continue de passionner les chercheurs. Ce qui est certain, c'est que l'agriculture n'est pas apparue qu'au croissant fertile. Indépendamment, dans plusieurs régions du monde, des groupes humains ont fait la même découverte, sont passés par la même transformation. En Chine, vers 7500 ans avant notre ère, les gens commencent à cultiver le millet et le riz. En Nouvelle-Guinée, encore plus tôt, ils cultivent peut-être déjà le taro et la banane. En Amérique, vers 3500 ans avant notre ère, ils commencent à cultiver le maïs, les haricots, les courges. En Afrique subsaharienne, vers 2500 ans avant notre ère, c'est le mil et le sorgho. Chaque région a ses propres plantes, ses propres animaux, son propre timing. Mais le processus est similaire partout. Observation des plantes sauvages, collecte sélective, semis délibéré, sélection progressive, et finalement, domestication complète. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine, de notre capacité à observer la nature et à la modifier pour nos besoins. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle relation avec le monde naturel. Les chasseurs-cueilleurs se voyaient comme partie intégrante de la nature. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin, mais ne cherchaient pas à contrôler ou à transformer leur environnement de manière fondamentale. Les agriculteurs, eux, transforment activement la nature. Ils défrichent des forêts, ils détournent des rivières, ils sélectionnent des plantes et des animaux selon leurs besoins. Ils créent des paysages artificiels, des écosystèmes entièrement nouveaux dominés par quelques espèces domestiquées. Cette transformation est si profonde que certains scientifiques parlent maintenant de l'Anthropocène, l'âge de l'homme, où l'humanité est devenue une force géologique,
capable de modifier la planète entière. Et cet Anthropocène a commencé, selon certains, non pas avec la révolution industrielle, mais avec la révolution néolithique. C'est là, il y a 10 000 ans, que nous avons commencé à remodeler la Terre à notre image. Est-ce une bonne chose? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre simplement. L'agriculture a permis la croissance de la population humaine. Elle a rendu possible les villes, les civilisations, l'art, la science, la littérature. Tout ce que nous considérons comme les plus grandes réalisations humaines repose sur le surplus agricole. Sans agriculture, pas de Grèce antique, pas de Rome, pas de Renaissance. Pas de vous, d'ailleurs, ni de moi. Nous ne serions jamais nés dans un monde de chasseurs-cueilleurs, où la population mondiale ne dépassait jamais quelques millions d'individus. Mais l'agriculture a aussi apporté la guerre organisée, l'esclavage, les famines, les maladies épidémiques, la dégradation environnementale. Elle a créé des hiérarchies rigides, de l'oppression, de l'inégalité. Elle a éloigné les humains de la nature, les transformant de participants à dominateurs. Alors, était-ce un progrès? Un recul? Ou simplement un changement, ni bon ni mauvais en soi, mais simplement différent? Je vous laisse y réfléchir pendant que vous vous endormez. Car nous sommes maintenant à la fin de notre voyage dans le temps profond. Nous avons vu comment vivaient nos ancêtres avant la civilisation. Nous avons découvert leur art, leur spiritualité, leur ingéniosité. Et nous avons assisté au moment charnière où ils ont abandonné leur mode de vie ancestral pour embrasser l'agriculture, avec toutes ses conséquences. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion. Vous êtes là, confortablement installés, écoutant cette voix qui vous parle de temps anciens, de gens disparus depuis des dizaines de milliers d'années. Et peut-être vous demandez-vous, à quoi bon tout cela? Pourquoi s'intéresser à des chasseurs-cueilleurs qui n'existent plus? Qu'est-ce que cela peut bien nous apporter dans notre monde moderne, avec ses smartphones et ses gratte-ciel, ses voitures et ses avions? La réponse est, beaucoup. Énormément, en fait. Car comprendre notre passé profond, c'est comprendre qui nous sommes vraiment. C'est comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Pourquoi certaines choses nous rendent heureux et d'autres nous stressent. Pourquoi la vie moderne, malgré tout son confort, nous laisse parfois insatisfaits, anxieux, déconnectés. Voici la vérité. Génétiquement, neurologiquement, psychologiquement, vous êtes un chasseur-cueilleur. Votre cerveau, votre corps, vos instincts fondamentaux ont été façonnés par des centaines de milliers d'années de vie dans de petits groupes nomades. Ils n'ont pas eu le temps d'évoluer significativement depuis. L'agriculture n'existe que depuis 10 000 ans. La civilisation urbaine, depuis 5 000 ans. L'industrialisation, depuis 200 ans. Ce sont des clins d'œil à l'échelle évolutive. Pas assez de temps pour que votre biologie s'adapte vraiment. Résultat, vous vivez dans un monde pour lequel vous n'êtes pas vraiment fait. Et cela crée des tensions, des inadéquations, des souffrances. Prenez le stress, par exemple. Votre système de réponse au stress a évolué pour faire face à des menaces immédiates et physiques. Un prédateur qui vous attaque. Un ennemi qui vous menace. Dans ces situations, le stress est adaptatif. Il vous donne de l'énergie pour combattre ou fuir. Mais dans le monde moderne, les menaces sont différentes. Ce sont des emails urgents, des deadlines, des factures à payer, des relations compliquées. Des menaces abstraites, longues dans le temps, contre lesquelles vous ne pouvez ni combattre ni fuir. Et pourtant, votre corps réagit de la même manière. Votre cœur s'accélère. Votre cortisol augmente. Vous êtes en état d'alerte permanent. C'est épuisant. Et c'est malsain. Le stress chronique est lié à toute une série de problèmes de santé. Maladies cardiovasculaires, dépression, anxiété, troubles du sommeil. Ou prenez la solitude. Les humains ont évolué pour vivre en petits groupes soudés. Vous connaissiez tout le monde, et tout le monde vous connaissait. Vous passiez vos journées entourés de gens avec qui vous aviez des liens profonds, durables. Aujourd'hui, vous pouvez vivre dans une ville de millions d'habitants et vous sentir terriblement seul. Vous avez peut-être des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais combien de personnes connaissent vraiment votre vie, vos peurs, vos espoirs? La solitude moderne n'est pas le manque de gens autour de vous. C'est le manque de connexion authentique, profonde. Ou prenez l'alimentation. Vos ancêtres mangeaient une grande variété de plantes et d'animaux. Des dizaines d'espèces différentes, variant selon les saisons. Leur régime était riche en fibres, en micronutriments, en acides gras oméga 3. Aujourd'hui, la majorité des calories mondiales proviennent de 3 céréales, le blé, le riz, le maïs. Votre alimentation est monotone, riche en sucre raffiné et en graisses saturées, pauvre en nutriments essentiels. Résultat, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. Ou prenez l'activité physique.
Vos ancêtres bougeaient constamment. Marcher, grimper, courir, porter, creuser. Leur vie entière était une forme d'exercice. Aujourd'hui, vous passez peut-être 8 heures par jour assis devant un écran, puis vous rentrez chez vous en voiture pour vous asseoir devant la télévision. La sédentarité est désastreuse pour la santé. Elle est liée à presque toutes les maladies chroniques modernes. Je pourrais continuer longtemps. Le manque de contact avec la nature. Le sommeil fragmenté par la lumière artificielle et le bruit constant. Le sentiment d'absence de sens et de but dans le travail moderne. L'exposition constante à la publicité et à des standards de beauté impossibles. Tous ces aspects de la vie moderne créent des inadéquations avec notre nature profonde de chasseur-cueilleur. Alors, que faire ? Redevenir chasseur-cueilleur n'est évidemment pas une option. Nous ne pouvons pas retourner dans le passé. Et d'ailleurs, le monde ne pourrait pas supporter 8 milliards de chasseurs-cueilleurs. Nous sommes bien trop nombreux maintenant. Mais nous pouvons apprendre du passé. Nous pouvons essayer de réintroduire dans nos vies modernes certains éléments qui correspondent mieux à notre nature profonde. Passer plus de temps dans la nature. Cultiver de vraies relations, profondes, avec un petit groupe de personnes. Varier notre alimentation, manger plus de plantes, moins d'aliments transformés. Bouger plus, marcher, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Dormir dans l'obscurité, suivre les rythmes naturels autant que possible. Et surtout, peut-être, nous reconnecter avec le sens de communauté qui était si central dans la vie paléolithique. Les humains ne sont pas faits pour être des individus isolés, compétitifs, luttant seuls pour leur survie. Nous sommes faits pour coopérer, pour partager, pour prendre soin les uns des autres. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient fondamentalement égalitaires et coopératives. Nous avons perdu cela dans nos sociétés modernes hiérarchiques et individualistes. Et je pense que nous en souffrons. Il y a aussi des leçons à tirer de la relation de nos ancêtres avec la nature. Ils ne se voyaient pas comme séparés ou supérieurs à la nature. Ils étaient partie intégrante du monde naturel. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin, mais avec respect, avec reconnaissance. Ils comprenaient que leur survie dépendait de la santé de l'écosystème dans lequel ils vivaient. Ils ne détruisaient pas leur environnement parce qu'ils savaient que cela reviendrait à se détruire eux-mêmes. Nous, les modernes, avons oublié cette leçon. Nous traitons la nature comme une ressource à exploiter, comme quelque chose d'extérieur à nous. Et maintenant nous faisons face aux conséquences. Changement climatique, extinction massive d'espèces, pollution généralisée. Peut-être devrions-nous réapprendre cette sagesse ancienne, que nous ne sommes pas séparés de la nature. Que notre bien-être est inextricablement lié au bien-être de la planète. Et puis il y a les leçons sur le travail et le temps libre. Nos ancêtres travaillaient modérément et avaient beaucoup de temps libre pour se reposer, socialiser, créer. Nous travaillons de longues heures, souvent dans des emplois qui ne nous apportent ni satisfaction ni sens, et nous sommes constamment fatigués, stressés, sursollicités. Peut-être devrions-nous repenser notre relation au travail. Valoriser le temps libre, le repos, la créativité, pas seulement la productivité et l'accumulation de richesses. Je ne suis pas en train de dire que tout était mieux dans le passé. Ce n'était pas le cas. La vie paléolithique avait ses propres difficultés, ses propres souffrances. Et je ne voudrais pas renoncer à la médecine moderne, à l'eau courante, au chauffage central. Mais je pense que nous avons quelque chose à apprendre de nos ancêtres. Ils ont réussi à vivre pendant des centaines de milliers d'années d'une manière durable, équilibrée. Nous vivons depuis à peine 10 000 ans d'une manière qui n'est clairement pas durable, et nous le savons. Alors, en cette nuit où vous vous endormez en écoutant ces histoires de temps anciens, je vous invite à réfléchir. À réfléchir à qui vous êtes vraiment, sous toutes les couches de civilisation moderne. À réfléchir à ce dont vous avez vraiment besoin pour être heureux, épanoui. À réfléchir à votre place dans le monde naturel, à votre connexion avec tous les êtres vivants qui partagent cette planète avec vous. Vous portez en vous l'héritage de 300 000 ans d'humanité. L'intelligence, la créativité, la capacité d'adaptation de vos ancêtres coulent dans vos veines. Leur art vit en vous chaque fois que vous créez quelque chose de beau. Leur esprit de coopération se manifeste chaque fois que vous aidez quelqu'un. Leur connexion profonde avec la nature résonne en vous chaque fois que vous ressentez la paix en marchant dans une forêt ou en regardant un coucher de soleil. Vous n'êtes pas juste un produit de la civilisation moderne. Vous êtes l'héritier d'une longue, très longue histoire. Une histoire qui commence dans les savanes africaines, il y a des centaines de milliers d'années. Une histoire de survie, d'adaptation, de créativité, de résilience. Une histoire dont vous faites partie, que vous le réalisiez ou non. Alors, pendant que vous glissez doucement vers le sommeil, souvenez-vous de cela.
Vous êtes les descendants de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu à l'âge de glace, qui ont peint des chefs-d'œuvre sur les parois des grottes, qui ont domestiqué le feu et inventé l'agriculture. Vous portez leur force, leur ingéniosité, leur humanité. Et peut-être, si vous écoutez attentivement, dans le silence de la nuit, vous pouvez presque entendre l'écho de leur voix, vous racontant des histoires autour d'un feu qui brûle depuis 300 000 ans. Bonne nuit, dormez bien, et rêvez de vastes plaines sous des cieux étoilés, de grottes ornées de peintures anciennes, de temps où les humains vivaient en harmonie avec le rythme de la nature. Car ces temps, aussi lointains soient-ils, font partie de vous. Ils sont votre histoire, votre héritage, votre essence même. Et maintenant, si vous avez apprécié ce voyage dans le temps profond, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » sur cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne à grandir et me permet de continuer à créer ce type de contenu pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines explorations de l'histoire oubliée. Et si vous avez des suggestions de sujets à explorer, laissez un commentaire. J'adore lire vos réflexions et vos idées. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous êtes bien plus ancien et bien plus merveilleux que vous ne le pensez.